Bienvenue pour cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on va se pencher sur Get Better de Todd Davis. Ouais, un livre qui aborde les relations professionnelles sous un angle, disons, un peu différent. C'est ça. L'idée principale, c'est que pour améliorer ces relations, la clé se trouve souvent en nous. Tout à fait. Et c'est assez contre-intuitif, hein, Ouais. parce que notre premier réflexe quand ça coince, c'est de dire c'est l'autre qui doit changer. Mhm. Mais Davis, avec son expérience de Chief People Officer, Ouais. il affirme que non. Le vrai pouvoir de changement, il est en nous. Il va même jusqu'à citer Sartre. Vous savez, l'enfer, c'est les autres. Oui, mais pas pour enfoncer le clou, au contraire. Plutôt pour dire, et si on commençait par soi, pour rendre cet enfer un peu plus vivable. Exactement. Il insiste beaucoup sur le fait que des relations saines, c'est pas juste du bien-être, c'est un avantage compétitif réel pour une organisation. Absolument. Il y a des sources d'ailleurs, comme l'étude Grant de Harvard, ou même les analyses internes chez Google. Oui. Elles montrent toutes la même chose. La qualité des relations humaines a un impact direct sur le bonheur, la santé, oui, mais aussi sur la performance collective. C'est simple, tout fonctionne mieux quand les relations clés sont solides. C'est une belle promesse. Alors, comment on fait? Le premier concept dont il parle, c'est celui des lunettes, nos paradigmes. J'avoue, l'image m'a plu. Oui, elle est très visuelle, hein. Il raconte sa propre expérience quand il a eu ses premières lunettes de vue. Ah oui, Et soudain, le monde était net. Nos paradigmes, c'est un peu ça. C'est la façon dont on se voit, dont on voit les autres. Et ça filtre toute notre réalité. Ça guide nos actions, souvent sans qu'on s'en rende compte. et j'imagine que ça peut nous enfermer dans certains schémas. Si on part du principe que, je sais pas moi, je suis pas doué pour le relationnel ou ce collègue est incompétent. Exactement. C'est le risque. Ces lunettes, si elles sont déformantes, elles peuvent créer ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. C'est-à-dire? Si vous pensez que quelqu'un n'est pas fiable, vous allez peut-être inconsciemment lui faire moins confiance, interpréter ses actions de travers, et au final, il risque de le devenir, moins fiable ou moins engagé, quoi. C'est un cercle vicieux. Il donne l'exemple d'un collègue, John, qui était persuadé d'être nul en relationnel, et ça le bloquait complètement. L'exemple qui m'a le plus marqué, c'est celui avec sa fille Sydney, pour le marathon. C'est assez honnête de sa part de raconter ça. Oui, c'est très parlant. Il voulait l'aider à préparer un marathon, mais au fond de lui, il doutait. Il ne la croyait pas vraiment capable. Et ça se voyait dans son comportement, hein. Carrément. Il décrit comment, pendant les entraînements, il courait littéralement autour d'elle, focalisé sur sa propre course, sur ses doutes à lui, qu'il projetait sur elle sans s'en rendre compte. Le résultat? Elle a abandonné. 2 fois. Son comportement, dicté par ses lunettes de doute, a sapé la confiance de sa fille. C'est assez terrible quand on y pense. Oui. Et puis, il y a eu un déclic, c'est ça? Qu'est-ce qui a changé? Il a pris conscience de son propre paradigme et il a décidé consciemment de changer de lunettes, de la voir différemment, de la voir comme forte, comme capable. Et ça a changé quoi concrètement dans sa façon de faire? Tout. Au lieu de courir autour d'elle, il s'est mis à courir avec elle, à l'encourager, à la soutenir, même physiquement en portant les bouteilles d'eau, ce genre de choses. Son attitude a changé parce que sa perception avait changé en premier. Et là, le résultat a été différent. Spectaculaire. Non seulement Sydney a terminé le marathon, mais elle a fait un temps bien meilleur que prévu. Quelque chose comme 4h20, alors qu'il imaginait plutôt 5h30. Waouh! Ça montre vraiment la puissance de ce changement de regard intérieur. Tout à fait. Et ça illustre parfaitement cette citation de Stephen Covey que Davies aime bien. Si vous voulez des changements mineurs, travaillez sur votre comportement. Si vous voulez des percées majeures, travaillez sur vos paradigmes. Hmm. Le changement profond vient de l'intérieur, donc. C'est ça l'idée. C'est presque vertigineux. Oui, c'est vrai. Et cette idée de pouvoir agir sur notre intérieur, ça nous amène à un autre concept fort du livre, apporter sa propre météo. Encore une image qui parle bien. Oui, j'aime beaucoup celle-là aussi. L'idée, c'est simple. On ne contrôle pas la météo extérieure, les événements, ce que font les autres, etc. Non, ça c'est sûr. Mais on peut choisir notre climat intérieur. On peut décider d'amener notre propre soleil même s'il pleut dehors. Ça fait écho à Viktor Frankl, hein, cette idée qu'on a toujours la liberté ultime de choisir notre attitude. C'est la différence entre subir et choisir, en gros. Soit on est victime des circonstances, il pleut, je suis de mauvaise humeur, soit on agit selon ses valeurs, comme ce prof dont il parle qui reste joyeux sous l'orage parce que son but c'est d'enseigner. Exactement. C'est la distinction clé entre réagir et répondre. Réagir, c'est souvent impulsif, c'est l'extérieur qui dicte. Répondre, c'est choisir consciemment son action. C'est utiliser cet espace qu'on a tous entre le stimulus et la réponse. L'histoire d'Aaron, le recruteur, elle illustre bien ça. Ah oui, racontez. Il a une déception au travail, c'est ça? Oui,
Il trouve un candidat qu'il pense parfait pour un poste. Super content. Mais le manager décide finalement de ne pas le prendre. Ouch. La réaction facile, ça aurait été quoi? La colère? Oui, la colère, la frustration, peut-être blâmer le manager, mais Aaron, il utilise ce que Davis appelle le bouton pause. Il accuse le coup, bien sûr, mais il prend un temps pour comprendre le point de vue du manager, il accepte la décision et hop, il se remet au travail, sans laisser la déception empoisonner sa journée ou sa relation avec ce manager. C'est une sacrée maîtrise de soi quand même. Et apparemment, il n'applique pas ça qu'au travail. Non, et c'est là que ça devient vraiment impressionnant. Plus tard, il apprend qu'il a une tumeur au cerveau. Une nouvelle terrible, on est d'accord. Ah oui, carrément. Eh bien, son réflexe, sa réponse choisie, ça n'a pas été le désespoir ou la colère. Ça a été la gratitude. La gratitude. Oui. Gratitude pour sa vie, sa famille, ses amis. Il a consciemment choisi de se focaliser sur ce qu'il avait, sur le positif. Même dans cette épreuve immense, il a choisi de porter son propre soleil, même en pleine tempête. C'est bluffant. Ça demande une conscience de soi énorme, j'imagine. C'est ça la clé, la conscience de soi. C'est elle qui permet de voir ses émotions sans être débordé et de choisir sa réponse. C'est ça la proactivité au fond. Ne pas être une marionnette des événements, mais bien l'acteur de sa propre vie intérieure. On ne choisit pas toujours les cartes qu'on reçoit, mais on choisit toujours comment jouer la main. Hmm. Et cette cohérence entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait, ça nous amène directement à la question de la crédibilité, non? Davis dit un truc du genre: on ne peut pas se sortir par la parole d'un problème créé par nos actes. Ça m'a parlé. C'est un point absolument central, la crédibilité. Ce n'est pas juste une question d'image, c'est vraiment le socle de la confiance dans une relation. Et il la décompose bien, je trouve, en deux éléments, le caractère et la compétence. Caractère et compétence. C'est-à-dire? Le caractère, c'est l'intégrité, l'honnêteté, les intentions qu'on a. C'est le qui on est. Et la compétence, c'est nos capacités, nos talents, les résultats qu'on obtient. C'est le ce qu'on sait faire. Et pour être vraiment crédible, il faut les deux. L'un sans l'autre, ça ne suffit pas. Je vois. L'histoire de Miley, elle illustre bien ça, surtout le côté compétence, non? Elle avait le bon fond, le bon caractère, mais sa timidité l'empêchait de montrer ce qu'elle savait faire. Tout à fait. Elle était décrite comme très compétente dans son travail, intelligente, mais elle avait une peur bleue de parler en public. Même devant des amis, c'était difficile. Du coup, au travail, Ben, au travail, ses idées géniales restaient dans sa tête. Elle ne les partageait pas. Donc sa crédibilité en pâtissait. Pas parce qu'elle n'était pas compétente, mais parce que cette compétence n'était pas visible, pas livrée. C'est sa mentor, Lisa, qui va l'aider. comment elles s'y prennent? Tout en douceur. D'abord, Mali partage ses idées justes avec Lisa en tête-à-tête. Puis Lisa l'encourage, mais cette idée, c'est toi qui devrais la présenter. Petit à petit. D'abord dans des petites réunions, puis des plus grandes. Ça lui a permis de développer cette compétence de communication qui lui manquait et de prendre confiance. Et ça finit par payer? Ah oui, le jour où elle a enfin osé présenter une de ses idées d'amélioration au comité exécutif, non seulement elle a surmonté sa peur, mais son idée était tellement bonne qu'elle a fait économiser 65 000 $ dès la première année. Incroyable. Là, sa crédibilité a fait un bond énorme, parce qu'elle a aligné sa compétence visible sur son caractère et son potentiel réel. C'est en agissant, en développant cette compétence spécifique, qu'elle a construit la confiance autour d'elle. Ça montre bien que la crédibilité, ça se gagne par les actes. Cette idée de construire la confiance, ça me fait penser directement à un autre concept du livre, les comptes bancaires émotionnels. Encore une métaphore très parlante, je trouve. Très, oui. L'idée est que chaque interaction avec quelqu'un, c'est soit un dépôt, soit un retrait sur un compte de confiance imaginaire qu'on a avec cette personne. Un dépôt, ce serait quoi? Écouter, tenir une promesse, être loyal? Exactement. Ou juste un petit geste sympa, reconnaître le travail de l'autre. Et un retrait, ben, c'est l'inverse. Être critique, ne pas écouter, couper la parole, trahir une confidence, ne pas tenir ses engagements. Et l'idée, c'est qu'un compte bien rempli, avec beaucoup de dépôts, Ça crée un matelas de confiance. Ça permet de mieux communiquer, de pardonner plus facilement une erreur ou un malentendu. La relation est plus solide. À l'inverse, si le compte est à découvert, la moindre petite chose peut devenir un drame, chaque interaction est tendue, suspecte. hmm, Et ils mettent en garde contre les faux dépôts, c'est ça? la flatterie un peu calculée? Oui, attention à ça. La flatterie excessive ou le compliment juste pour manipuler derrière, ça se sent très vite. Ça touche à l'intention, au caractère. Et au lieu d'être un dépôt, ça peut même devenir un retrait massif si l'autre sent la manipulation. Hmm.
Pareil pour l'idée de faire plein de petits dépôts juste avant de demander un énorme retrait. Ça manque de sincérité. L'exemple qu'il donne avec ce Jérôme qui appelle après des années de silence juste pour demander des billets de match via l'oncle de l'auteur. Ça, c'est le retrait sur compte vide puissance 1000. Solde sur le compte. Ça montre bien qu'il faut des dépôts réguliers, sincères, désintéressés, pour maintenir une relation saine et pouvoir éventuellement faire un retrait sans tout casser. D'accord. Et de l'autre côté, comment on décide si on peut faire confiance à quelqu'un? Il parle de smart trust. C'est quoi au juste? C'est pas juste être naïf et faire confiance à tout le monde, j'imagine. Non, non, pas du tout. Le Smart Trust, on pourrait traduire ça par confiance intelligente ou confiance avisée. C'est une tendance a priori à faire confiance. D'accord? Mais une confiance qui reste lucide, qui est constamment ajustée par l'analyse de la crédibilité de l'autre, son caractère et sa compétence. C'est un équilibre délicat. On ne part pas de la méfiance par défaut, ce qui est souvent contre-productif, mais on n'est pas aveugle non plus. On choisit de faire confiance, mais en gardant les yeux ouverts. L'exemple du manager de concession automobile Larry, avec sa nouvelle réceptionniste, Maria, c'est une bonne illustration de ça, non? Il choisit de lui faire confiance malgré des débuts difficiles. Exactement. Maria est mère célibataire, elle arrive souvent en retard au début, c'est un problème de compétence, de respect des règles. La réaction standard aurait pu être un avertissement direct, voire pire. Mais Larry fait autrement. Oui, il lui explique clairement pourquoi la ponctualité est importante pour le poste, la compétence requise, l'impact sur les clients. Mais en même temps, il lui dit qu'il voit son potentiel, qu'il croit en elle, le caractère, l'intention. Il lui accorde sa confiance, une confiance conditionnelle peut-être, mais réelle. Il lui donne une chance. Et ça marche. Oui, Maria se sent comprise et responsabilisée. Elle s'organise différemment et devient une employée exemplaire. C'est une belle histoire. Et le plus intéressant, c'est qu'elle reproduit ce modèle ensuite. C'est ça qui est génial. Ayant elle-même bénéficié de cette confiance intelligente, elle va faire la même chose plus tard avec José, un jeune qu'elle embauche sans expérience. Elle le forme, elle croit en lui, elle lui fait confiance, et il devient lui aussi un membre précieux de l'équipe. Ça montre comment la confiance, quand elle est bien gérée, peut créer un cercle vertueux, une culture positive qui se diffuse. Tout à fait. C'est un investissement, la confiance intelligente. Un investissement qui peut rapporter gros. Tous ces aspects, comme on perçoit les choses, notre attitude, notre crédibilité, la confiance qu'on accorde ou qu'on reçoit, tout ça repose énormément sur la communication. Et ça nous amène au dernier grand thème abordé, l'écoute. Le fameux on a deux oreilles et une bouche, utilisons-les dans cette proportion. Ah, le grand classique. Facile à dire. Mais tellement difficile à faire. On écoute souvent pour répondre, pas pour comprendre, non? C'est exactement ça. Davis appelle ça l'écoute autobiographique. C'est notre tendance naturelle, presque un réflexe. On écoute ce que l'autre dit, mais à travers le filtre de notre propre vie, de nos expériences. Et du coup, on prépare déjà notre réponse dans notre tête. Voilà, on prépare notre réplique, notre super conseil, notre jugement, ou alors on cherche comment ramener la conversation à nous, à notre propre histoire qui ressemble un peu. Oui, je vois très bien. Ah oui, moi aussi, une fois. C'est ça, on écoute pour évaluer, est-ce que je suis d'accord? Pour sonder, où veut-il en avenir? Pour conseiller, il devrait faire ci ou ça. Mais rarement juste pour comprendre. Vraiment comprendre l'autre. L'histoire du vendeur Gary est un cas d'école de ça. Ah oui, celui qui est tellement sûr de son produit qu'il n'écoute pas du tout le client. Précisément. Il est face à un client potentiel important, il est convaincu d'avoir la solution miracle, du coup, il déroule son argumentaire, il parle, sans jamais vraiment creuser pour comprendre les vrais problèmes du client, ses besoins cachés, ses contraintes. Résultat des courses. Il perd le contrat. Au profit d'un concurrent qui, lui, a pris le temps d'écouter, de poser des questions, de comprendre la situation globale du client, un échec coûteux, purement dû à un manque d'écoute réelle. Et à l'opposé de cette écoute centrée sur soi, il y a l'écoute empathique. C'est quoi la différence? C'est juste se taire et hocher la tête? C'est plus actif que ça. L'écoute empathique, c'est chercher sincèrement, profondément, à comprendre le cadre de référence de l'autre. Comment il voit le monde, ce qu'il ressent, son point de vue, même si, et c'est important, même si on n'est pas du tout d'accord avec lui. C'est se mettre à sa place en quelque sorte. Oui, émotionnellement et intellectuellement. C'est faire un effort conscient pour voir la situation à travers ses yeux, pas seulement les nôtres. C'est un vrai cadeau qu'on fait à l'autre. Sa mère avait déjà eu plein de problèmes de santé, elle était épuisée, découragée, et là, on lui propose une nouvelle chirurgie cardiaque. Sa réaction, c'est «Non, j'en peux plus».
La réaction de Corinne aurait pu être d'insister, de la raisonner, de la culpabiliser peut-être. Exactement. C'est souvent notre réflexe. Argumenter, convaincre. Mais Corinne, elle choisit une autre voie. Elle choisit d'écouter. Vraiment écouter. Écouter la peur de sa mère, sa fatigue, son découragement, sans la juger, sans essayer de la réparer tout de suite. Et c'est cette écoute qui a permis de débloquer la situation. Apparemment, oui, en se sentant entendue, comprise dans sa détresse profonde, sans qu'on lui impose une solution toute faite. Mais si, il faut que tu la fasses, cette opération. Eh bien, la mère de Corinne a pu trouver en elle-même la force et la raison d'accepter. Sa propre motivation est remontée à la surface. Je veux voir mes petits-enfants grandir. C'est magnifique. L'écoute a créé l'espace pour que la solution vienne de l'intérieur. Voilà. C'est souvent ça, le pouvoir de l'écoute empathique. Et concrètement, si on veut essayer de pratiquer ça, quelle est la technique? La technique clé, c'est de suspendre son jugement, pas facile, hein, et de refléter ce qu'on entend. Pas comme un perroquet, hein, mais reformuler avec ses propres mots ce que l'autre a dit et surtout ce qu'il semble ressentir. Donner des exemples. Oui, par exemple, si je comprends bien ce qui te pèse le plus, c'est ou j'entends que tu te sens vraiment frustré par cette situation, ou simplement ça a l'air difficile. Ça montre à l'autre qu'on essaye sincèrement de se connecter à son expérience. Et souvent, ça suffit. Très souvent. Le simple fait de se sentir vraiment compris, validé dans ses émotions, ça peut désamorcer beaucoup de tensions. Et parfois, comme dans l'histoire d'Alex, ce manager débordé, Oui. l'auteur raconte l'avoir juste écouté attentivement, en reformulant ses propos, donc tu as l'impression d'être sous l'eau, ça te pèse de ne pas pouvoir tout faire, sans lui donner le moindre conseil. Et à la fin, c'est Alex lui-même qui a dit «Bon, je crois que je sais ce que je dois faire, je vais réorganiser ça et ça». L'écoute lui a permis de clarifier ses propres idées. C'est un énorme dépôt sur le compte bancaire émotionnel, cette écoute empathique. Exactement. Un des plus gros dépôts qu'on puisse faire. Bon, quand on fait le tour de tous ces concepts, changer ses lunettes, maîtriser sa météo intérieure, construire sa crédibilité par les actes, investir dans la confiance, et puis apprendre à écouter vraiment, on voit bien le fil rouge, hein. Tout part de soi. Le point de départ, c'est toujours nous. C'est absolument ça. C'est le message central du livre. Et toutes ces pratiques, toutes ces compétences relationnelles, elles reposent sur une qualité fondamentale, une sorte de socle, l'humilité. L'humilité. Pas dans le sens de se rabaisser. Non, pas du tout. Pas l'humilité comme une faiblesse ou une fausse modestie. Plutôt l'humilité comme une force tranquille. C'est la conscience qu'on n'a pas toutes les réponses, qu'on a forcément des angles morts dans notre perception des choses. Mhm. C'est reconnaître qu'on a besoin des autres, qu'on peut apprendre d'eux, et qu'on est soi-même en constante évolution, en apprentissage permanent. Et c'est cette humilité qui nous permettrait d'accepter de revoir nos lunettes, de chercher activement du feedback, même quand c'est difficile, d'admettre qu'on a peut-être tort, et surtout d'avoir la curiosité d'écouter vraiment l'autre pour comprendre son point de vue. C'est tout à fait ça. C'est l'ouverture à l'apprentissage et au changement qui découle de la conscience de ses propres limites. Sans cette humilité fondamentale, c'est très difficile d'appliquer sincèrement tous les autres principes qu'on a évoqués. D'ailleurs, l'auteur boucle un peu la boucle, avec Sartre. Ah oui, Si l'enfer, c'est les autres, peut-être que cet enfer commence souvent avec notre propre manque d'humilité dans nos interactions, notre certitude d'avoir raison, notre difficulté à nous remettre en question. donc l'idée n'est pas tant de chercher une porte de sortie de cet enfer relationnel, mais plutôt de réaliser qu'on a le pouvoir de changer la température de la pièce, en quelque sorte, en modifiant notre propre thermostat intérieur, notre propre approche. C'est une perspective beaucoup plus responsabilisante, oui, et exigeante aussi. C'est sûr. Pour conclure, peut-être une petite question à méditer, inspirée par tout ça. On a souvent tendance, n'est-ce pas, à se juger soi-même sur ses bonnes intentions. Mais je voulais bien faire, mon intention était bonne. Oui, c'est vrai. Alors qu'on juge les autres principalement sur leurs actions, sur ce qu'on voit de leur comportement. Regarde ce qu'il a fait, comment a-t-elle pu dire ça? Ce décalage. Si on prenait vraiment conscience de ce biais quasi systématique, de ce fossé entre la façon dont on se perçoit et celle dont on perçoit les autres, quel impact ça pourrait avoir? Et surtout, quelle toute petite action concrète on pourrait essayer de faire, peut-être dès aujourd'hui, pour commencer à combler un peu ce fossé, pour essayer de voir les intentions derrière les actions des autres et être plus conscient de l'impact de nos propres actions au-delà de nos intentions. Voilà, une excellente question pour poursuivre la réflexion. C'est sur cette question que nous allons conclure notre discussion autour des idées de Get Better. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.